Bonjour, bienvenue dans Vous avez dit EFOP, le rendez-vous pour tout savoir et tout comprendre sur l'EFOP, l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Bernard, vous m'accompagnerez tout au long de cette émission, une émission consacrée aujourd'hui à l'innovation en formation et au numérique. D'ailleurs, l'innovation en formation passe-t-elle forcément par le numérique ? Quel est l'impact de la crise sanitaire sur la digitalisation et la transformation des formations ? Quels sont les enjeux ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre tout à l'heure avec nos invités. Mais tout de suite, on s'engouffre dans la jungle des acronymes du monde de l'EFOP avec notre explorateur Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors toujours pas sevré de votre addiction à ce que je vois. Toujours pas. Et aujourd'hui, thème de l'émission oblige, vous allez nous débroussailler le terrain des acronymes du champ du numérique. Et on commence avec la FOAD. On en entend parler partout, Mathieu, mais qu'est-ce que c'est ? Alors la FOAD, c'est pour formation ouverte et à distance. C'est un concept qui existe depuis les années 90, mais qui recouvre des notions qui sont bien plus larges et bien plus anciennes, puisque dès les années 80, on parlait déjà de EAO pour enseignement assisté par ordinateur. Oui, puis avant, il y avait aussi le Minitel ou les envois par courrier. Vous avez bien connu ça, enfin surtout vous, Bernard. Merci Jonathan. Alors en tout cas, l'univers de la FOAD est peuplé de nombreux acronymes et tous ces acronymes, quel est leur point commun ? C'est souvent l'usage de l'anglais qui rend un peu difficile la compréhension de tous ces acronymes. Alors quelques exemples. Alors il y en a beaucoup. On a par exemple des LMS, les Learning Management System, les LCMS, les Learning Content Management System, les LXP, Learning Experience Platform, oui, plateforme, c'est bien ça. Et à chaque nouvelle innovation technologique, voilà, on a un nouvel acronyme qui apparaît, un terme chasse l'autre. Donc si je comprends bien, mieux vaut être fluent en anglais comme vous, avoir fait anglais première langue, quoi. Voilà, sauf si vous habitez au Québec, par exemple, où là, on parlera plus simplement d'environnement numérique d'apprentissage à la place du Learning Management System. En France, on aime bien utiliser l'anglais, puisque l'anglais a ça a encore la cote, et surtout, on a tout de suite cette notion de technologie, de modernité grâce à l'anglais. Alors, un autre exemple de ces anglicismes intempestifs, Mathieu ? Oui, alors parmi les exemples très connus, on a le développement des MOOC. MOOC pour Massive Open Online Courses. Donc les MOOC que l'on peut traduire par formation en ligne ouverte à tous ou cours en ligne ouvert et massif. On comprend mieux quand même dit en français comme ça. Bon allez, je crois que vous en avez un dernier pour la route. Oui, est-ce que vous connaissez le nom de la plateforme de formation à distance qui a été initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur ? No, sir. Alors, c'est France Université Numérique Espace MOOC pour Fun MOOC. France Université Numérique, ça donne fun. Et du coup, en anglais, on a cette notion de Fun MOOC qui pourrait être traduit par MOOC amusant. Eh bien, ils sont presque aussi drôles que vous à la com du ministère de l'Enseignement supérieur, Mathieu. En tout cas, merci pour ce nouvel éclairage sur des acronymes de l'EFOP. On est déjà impatient de vous retrouver. Vous reviendrez ? Avec plaisir. On est rassurés. Allez, avant de parler numérique et innovation en formation avec nos invités, parlons temps de formation. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Lorsque Benjamin Franklin écrit cette phrase en 1748, il était loin de se douter que cela s'appliquera aussi au temps de formation. Temps de travail, temps de repos, temps de trajet, temps d'astreinte, temps d'habillage et temps de formation. Le droit du travail est avant tout une question de frontières. Chaque temps du salarié est soigneusement délimité, caractérisé et qualifié. Mais pour le temps de formation, cet exercice devient de plus en plus compliqué. Il faut dire qu'aujourd'hui, on peut se former partout et à tout moment. À la maison, le soir, dans un train, en vacances ou encore dans une salle d'attente. Le numérique a bouleversé notre perception du temps et de l'espace. Et malgré cette porosité spatio-temporelle, tracer les limites du temps de formation reste un enjeu d'actualité pour les financeurs de la formation. Pour les opérateurs de compétences, la Caisse des dépôts,
les associations Transition Pro ou tout autre financeur. Le temps de formation, c'est de l'argent. Ou plus exactement, de l'argent public. C'est pourquoi le temps financé doit être quantifié, délimité et tracé. Et pour faire simple, il coïncide souvent avec le temps de présence du salarié en formation. Au point que la feuille d'émargement a été sacralisée. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si le salarié s'est formé. Ce qui compte pour être financé, c'est de savoir qu'il était bien présent à la formation. Mais alors, comment sortir de cette culture du présentéisme ? La solution résiderait dans un financement au forfait axé sur les résultats et non pas sur le temps passé à se former. Après tout, chaque salarié doit pouvoir se former à son rythme et sans référence à des horaires précis. Prescrire la même durée de formation à tous n'a pas de sens et surtout ne permet pas de prendre en compte les temps d'appropriation, d'auto-évaluation et de transfert réalisés à distance par le bénéficiaire en dehors de la présence du formateur. Mais si la formation au forfait paraît séduisante pour les financeurs, elle l'est beaucoup moins pour les employeurs. Car le droit du travail, encore une fois, guette. Un employeur qui prescrit une formation intégrant tous les temps informels pourrait se heurter à un autre temps, le temps de travail effectif. Un temps qui, parce qu'il est rémunéré sur la base de la durée du travail, doit être tracé. Et la question de la valorisation des heures supplémentaires pourrait être posée. Autrement dit, pour les employeurs aussi, le temps de formation, c'est de l'argent. Merci Fouzi et on retient Time is money. À présent, le sujet du jour. La crise sanitaire et les confinements ont donné un formidable coup d'accélérateur au processus de digitalisation des formations. Elles sont en pleine transformation. L'innovation est au rendez-vous. Le numérique est incontournable. Mais l'innovation passe-t-elle forcément par le numérique ? Quels sont les enjeux de cette transformation ? Quelles sont les nouvelles modalités pédagogiques ? Les réponses à ces questions et bien d'autres avec nos invités. On accueille Audrey Perrochot, Bernard Monteil et Rémi Chal. Audrey Perrochot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice France du développement des compétences dans les territoires à Pôle emploi. Alors, en quelques mots, c'est quoi le rôle d'une directrice du développement des compétences dans les territoires ? Bonjour, merci. Eh bien, en fait, le rôle est assez simple. C'est d'accompagner les directions régionales de Pôle emploi, les agences, les conseillers, pour qu'ils puissent mettre à disposition des demandeurs d'emploi et des entreprises les énormes montants qui sont aujourd'hui sur la table, 15 milliards d'euros avec le plan d'investissement en compétences en 5 ans. Donc, ces énormes montants, ils se transforment en formations qui sont achetées, financées. Et donc, notre enjeu, c'est de le mettre à disposition et d'accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent développer leurs compétences et être recrutés plus facilement. Merci, on va en parler de ces formations. À vos côtés, Bernard Monteil, vice-président des acteurs de la compétence, qui est en fait le nouveau nom de la FFP, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les acteurs de la compétence, donc, qui s'appelait jusqu'à il y a très peu de temps la Fédération de la formation professionnelle, regroupe les principaux organismes de formation. C'est un syndicat professionnel. Et ce changement de nom est très important par rapport à notre thème d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il signifie bien qu'on sort de la formation au sens classique du terme et on s'adresse à tous les acteurs qui contribuent au développement des compétences. Merci. Et enfin, Rémi Chal, bonjour. Vous êtes le directeur de l'innovation et du développement de Skill & You. Alors, Skill & You, en quelques mots, c'est... Alors, Skill & You, c'est un groupe français qui est leader européen de l'enseignement et de la formation à distance. Alors, on a un catalogue de plus de 200 formations. On a 100 000 élèves qui étudient sur nos plateformes. Donc, par définition, chez nous, la formation, elle passe par le numérique. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'on a une de nos écoles qui s'appelle l'École chez soi, qui a été créée en 1891, donc bien avant le numérique. Bien avant, voilà. On voit bien que formation, distanciel, numérique, tout ça, c'est des notions qu'il va falloir qu'on précise. Et on va en parler, innovation, formation, technologie, numérique. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ces termes ? Je me tourne vers vous, Bernard, c'est votre Quesaco. Alors, l'innovation en formation passe-t-elle forcément par le numérique ? C'est une bonne question, Jonathan, mais qui n'est pas simple. D'abord parce que c'est innovant, c'est un des mots, on pourrait dire the words to tell aujourd'hui, puisqu'avec compétence, avec employabilité, avec besoin, maintenant il y a innovant, c'est des mots impératifs à dire dans n'importe quelle réunion aujourd'hui. Alors le terme d'innovation, c'est autant créer, apporter quelque chose de
on va dire, réellement nouveau, c'est-à-dire presque par hasard, c'est un peu ce qu'on appelle l'innovation darwinienne, par exemple, qu'améliorer ou optimiser, qui est, on pourrait dire, l'innovation plutôt lamarckienne. Et c'est souvent ce que l'on fait aujourd'hui, en tout cas. Hein. On est dans de l'optimisation, dans de l'amélioration, et une création qui serait complètement presque hasardeuse est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, la question n'est pas celle-ci. C'est que nous sommes tombés dans un certain positivisme de l'innovation, c'est-à-dire innover, c'est forcément bien. Pas forcément, c'est ce qu'on va aussi essayer de voir. Voilà. Alors, est-ce que tout est clair ? Alors oui, ça c'est une bonne question. Tout n'est pas forcément clair. Il y a en fait beaucoup de confusion dans les notions aujourd'hui de ce monde de l'innovation, notamment en formation, et aussi dans le numérique. Hein. Il y a, par exemple, si on commence les questions sur le digitalisé, numérisé. Hein. Digitalisé, digitou, c'est les doigts en fait, et ça fait très longtemps qu'on le fait puisque c'est saisir finalement des choses en tapant sur un clavier, et la différence avec écrire avec la main. Voilà. Donc en fait il s'agit, on pourrait dire digitaliser, c'est déjà le traitement de texte. C'est-à-dire qu'en fait on le fait depuis très longtemps. Et numériser, c'est transformer une parole, par exemple, comme maintenant, dans des numéros, dans des nombres, donc dans du numérique. Hein. Et c'est très important de comprendre ça, c'est parce qu'on associe beaucoup maintenant l'innovation à digitaliser, alors qu'il y a très très longtemps que nous faisons ça. Donc oui, il y a digitalisé et numérisé, et il y a aussi cette histoire de présentiel et distanciel. Oui, alors présentiel et distanciel, là aussi un peu de confusion, c'est-à-dire déjà confusion entre digitalisé et distance. Digitaliser, comme d'où le terme, n'est pas forcément faire de la formation à distance. On peut tout à fait utiliser du document et de l'outil qui est digitalisé, qui est numérique, en présentiel. Et ça se fait très bien. Et donc, aujourd'hui, digitaliser la formation, c'est autant faire du présentiel que du distanciel. Mais le terme très important de dire présentiel, c'est marquer qu'on est ici ensemble. Et distanciel, on a une distance entre nous. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas dans les deux cas présent. Prae ester en latin, c'est être là devant soi. Et donc, être là devant soi, on peut être à distance. D'ailleurs, il y a un concept de présence à distance qui se travaille actuellement. Et on peut effectivement être présent. Et on le voit dans certaines situations. On peut tout à fait être face à quelqu'un et être vraiment présent devant elle et faire quelque chose de bien avec elle. Donc, la distance est tout à fait quelque chose de possible. Et qui n'est pas aussi cumulé avec du digitalisation ou de la digitalisation, comme on dit très souvent. Alors d'accord, j'ai compris pour le présentiel, le distanciel, mais il y a aussi le réel et le virtuel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on oppose souvent réel et virtuel. Et en fait, virtu et virtuel, c'est potentiel. Ouais. D'où le terme de réalité virtuelle, qui est tout à fait juste. Et souvent, on essaie de l'opposer avec une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, on sait maintenant aussi avec la physique quantique que la réalité n'est pas exactement ce que l'on pense et que l'idée du virtuel est tout à fait réelle. Et c'est un outil numérique et très intéressant d'ailleurs en formation, c'est la réalité virtuelle. Oui, on va en reparler d'ailleurs. Qui permet de travailler du potentiel. Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, finalement, innover en formation, ce serait quoi ? Alors, très intéressant. Innover en formation, il faut dire qu'est-ce que c'est que la formation. La formation, c'est une activité dont l'intention est la transformation du sujet. C'est-à-dire, c'est une activité qui permet de dire comment quelqu'un peut évoluer, peut grandir dans sa tête, comme disent certains. Innover dans ce domaine-là, c'est bien créer, comme on l'a dit tout à l'heure, créer, améliorer, optimiser, apporter et faire évoluer des pratiques, apporter des outils, pour aider à la construction d'apprentissage de quelqu'un. Parce qu'on se forme, et c'est quelqu'un qui est formé, et ce n'est pas quelque chose. Donc c'est très important de dire, est-ce que l'innovation en formation permet d'aider quelqu'un dans cette construction d'apprentissage, mais aussi dans l'attitude face à la formation, qu'on appelle aussi apprenance. Et donc c'est, vous voyez, très important de se dire que l'humain est au cœur de ce qu'on devrait être en innovation de formation. Est-ce que c'est toujours le cas ? La question peut se poser.
Merci beaucoup Bernard, ça ouvre bien le débat. Rémi Chal, vous êtes à travers EdTech France à l'époque et Skill & You aujourd'hui un fervent défenseur et militant du distanciel, on en parlait, et de la digitalisation des formations. Comment en quelques années vous avez vu évoluer cette filière des technologies au service de l'éducation ? J'ai un parcours particulier, vous l'avez rappelé, j'ai été directeur général d'EdTech France, qui est une association qui aujourd'hui fédère près de 400 entreprises dites EdTech, c'est-à-dire qui mettent une technologie au service d'un apprentissage. J'ai rejoint à cette occasion Skill & You qui fait partie de cette association, mais moi j'ai un passé de prof de droit, j'ai été aussi directeur d'une grande école de commerce et je faisais mes cours comme on les a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire dans une salle avec des élèves face à soi, quoi. Et puis j'ai quitté cet univers avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a accéléré évidemment cette transformation de la pédagogie, cette transformation de la formation, parce que j'avais l'intuition que le monde était en train de changer, que le paysage dans lequel on était devenait numérique et qu'il n'y avait aucune raison que nos outils ou le Wi-Fi s'arrêtent à la salle de classe, quoi. J'avais le sentiment que la posture même de l'enseignant devait changer. Je me rappelle très bien de cette anecdote. Un jour, j'ai un élève qui lève la main, qui dit « Monsieur, ce que vous dites, Wikipédia dit le contraire. » Je venais de vivre en pleine poire l'arrivée du Wi-Fi dans les salles de classe. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut que je change ma posture. Je ne peux plus être le sachant qui arrive et qui dit ce que les autres peuvent trouver autrement. Je dois être davantage un animateur. Donc déjà, ça m'avait questionné à l'époque. Et puis, en arrivant chez EdTech France, puis aujourd'hui chez Skill & You, j'ai compris l'intérêt que pouvait apporter le distanciel. Mais au-delà du distanciel, le numérique est une façon d'enrichir la formation, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit en présentiel, comme le disait Bernard, que je prends plaisir à toucher, parce que là, pour le coup, on est en présentiel. On est en présentiel. Profitez-en, touchons-nous. Voilà, c'est une façon aussi de transformer l'expérience que l'on peut vivre dans un amphi, dans une salle de classe. Et cette expérience, on peut la prolonger à distance. Voilà. Et c'est un mouvement qui touche la formation, mais c'est un mouvement qui touche la totalité de nos rapports sociaux, de nos rapports de travail, etc. On peut faire un parallèle avec la question du télétravail. Avant la crise sanitaire, c'était un sujet très marginal. Pendant la crise sanitaire, on a été obligé de le faire à 100% parce que c'était sous la contrainte. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne reste pas dans un 100% de télétravail dans la plupart des entreprises, mais on ne reste pas non plus dans un 0% de télétravail. Donc les choses évoluent et le distanciel, c'est une façon d'apprendre, c'est une façon de transmettre. Voilà, je pense que la crise sanitaire a donné ses lettres de noblesse à l'apprentissage à distance. Oui, ça a donné une sacrée impulsion. Mais c'est un modèle parmi d'autres. Et il n'est pas question, en tout cas pour moi, je crois que c'est une conviction qu'on va partager, d'opposer présentiel-distanciel. Ce sont des choses qui peuvent se combiner en réalité. Justement, Audrey Perruchot, comment Pôle emploi s'est adapté et s'est engagé dans ce virage du numérique ? Alors concernant la formation, en effet, on avait, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, l'ambition d'ouvrir, d'explorer cette nouvelle piste. L'innovation, ça coûte de l'argent aussi au départ, et le distanciel aussi, le numérique, voilà, la réalité virtuelle. Donc il y a un enjeu des financements de pouvoirs publics qui sont importants. Le plan d'investissement compétences le joue et Pôle emploi donc, a lancé un marché national pour du coup booster la proposition de formation 100% à distance que l'on pouvait proposer aux demandeurs d'emploi. On a eu le nez creux, comme on dit, puisque en fait, le marché était en train d'être attribué tout début 2020 et grâce aux organismes de formation attributaires dont Skill & You fait partie, en fait, on a pu avancer le démarrage de ce marché qui était plutôt prévu fin avril, début mai, à mars. Qu'est-ce qu'on vise avec ça ? Je pense que c'est vraiment majeur, pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, c'est que les nouvelles modalités en général de formation, et le distanciel le permet, visent à articuler l'individuel et le collectif. Vous il disait, le temps c'est de l'argent. Dans le champ de l'emploi, c'est aussi de l'argent perdu par des entreprises qui attendent les compétences des demandeurs d'emploi. C'est de l'argent et des opportunités perdues pour les demandeurs d'emploi. Donc il faut être vraiment extrêmement le plus serré possible dans le timing. Et pour faire ça, il faut être très individualisé à un moment donné et collectif à d'autres. Ce qui est extrêmement difficile à faire avec les technologies pédagogiques passées et parfois le présentiel. Tous les outils dont Bernard nous a parlé, que ce soit le virtuel ou la modalité à distance, permettent cette articulation-là. Et c'est ça, en fait, que Pôle emploi investit. Et on remercie les organismes de formation, alors voilà, Rémi, ici présent, mais tous les autres qui nous accompagnent dans ce défi. On apprend tous les jours pour justement voir non seulement à quel demandeur d'emploi la formation à distance est la plus adaptée, c'est pas le Graal pour tout le monde, dans quelle situation elle est la plus adaptée et comment articuler la dimension à distance, la dimension physique, parce que par exemple, dans le marché, on a des formations à distance qui préparent à être coiffeurs
coiffeur, boulanger ou électricien. Exactement. Donc il y a une dimension où à un moment donné, ça se rejoint. Alors, ces organismes de formation, ce sont vos adhérents. Bernard, comment ils ont vécu ce distanciel forcé, j'ai envie de dire, qui est arrivé comme ça Alors avec le confinement. ils ont vécu ça de façon extrêmement réactive et il faut bien observer que jusqu'à 2019, nous dans les statistiques que nous relevons, on constatait qu'au maximum 20 à 25% des contenus de formation se passaient en distanciel ou faisaient appel à de la numérisation. C'est pas toujours tout pareil, hein. Donc c'était finalement relativement peu. Alors en fait, ça s'explique comment ? Ça s'explique tout simplement parce que la formation, on a une approche traditionnelle de la formation. Et au fond, depuis 150 ans, on vit avec un prof, un groupe, un contenu, une classe, et tout ça, ça bouge pas beaucoup. Hein. Et on s'est aperçu que finalement, au cours des 20 dernières années, il y avait énormément de choses qui bougeaient. Alors il y a bien sûr eu l'apparition avec les technologies de l'information, avec Internet, etc., qui ont permis d'aller plus vite vers de la digitalisation, mais en fait, l'innovation, elle est partout. Alors la crise sanitaire, elle a eu un effet totalement accélérateur. Dans ses aspects positifs, et dans ses aspects négatifs. Nous, on a vu beaucoup d'organismes qui, en quelques jours, quelques semaines au maximum, lors du premier confinement en 2020, ont mis tout leur contenu et toute leur classe en distanciel. J'allais dire, ils ont mis un formateur, un prof, derrière une caméra, et qui commentait un PowerPoint. Enfin, je suis un peu méchant, mais pour beaucoup, ça allait pas beaucoup plus loin. Ça allait pas beaucoup plus loin, ouais. Et puis d'autres ont commencé à se dire, et ils l'avaient déjà fait avant, ça suppose quand même de réfléchir autrement, de se poser des questions sur, finalement, comment on apprend. Parce que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer fondamentalement aujourd'hui. C'est la technologie, c'est aussi les évolutions comportementales, et c'est l'ensemble de nos relations entre nous qui font qu'on apprend totalement différemment. C'était évoqué dans votre introduction. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un an et demi après, on a à peu près 60% des formations qui se passent de façon digitalisée. Alors justement, on a un très bon exemple qu'on va regarder tout de suite. Il s'agit d'un organisme de formation qui, lui, a décidé de digitaliser bien avant le confinement, puisque c'était en 2019. Je vous propose de regarder tout de suite. Blue Concept est un organisme de formation qui intervient dans les domaines de la sécurité privée. Nous formons au métier d'agent de sécurité et agent de sécurité incendie. Nous avons choisi de digitaliser le titre professionnel agent de sûreté et de sécurité privée, tout en respectant bien évidemment le référentiel de certification. On ressent tout de suite la différence de la méthode classique. Les formateurs qui appréhendaient au début, parce que bon, c'est quand même un changement, se retrouvent très agréablement surpris par le fait que c'est maniable, facile à l'emploi, le contenu est projeté, il y a tout de suite des échanges qui se créent avec les stagiaires. Lors d'une évaluation, il y a un tout petit peu l'esprit de compétition qui donne envie aux stagiaires, qui donne envie aussi aux formateurs. Ouais, c'est beaucoup plus motivant, que ça nous donne plus envie, parce que si on a du papier, on n'a pas spécialement envie de sortir les papiers, de les lire, on les perd souvent. Alors que là, avec la tablette, on a tout dessus, on a nos codes, on a tout, c'est plus motivant à s'entraîner, à apprendre que sur papier. Ce que le professeur dit est toujours complété par les tablettes. Mais le prof est très important parce que c'est lui qui te donne tous les motos, tous les guides, comme on appelle, pour réussir dans ton métier, comme on dit. Ça change les choses. C'est vrai que ça apporte, on va dire, de l'innovation. Mais après, pour certaines personnes, c'est nouveau. Donc ça leur permet aussi d'avancer en même temps dans le numérique, de découvrir certaines choses qu'ils n'avaient pas vues ou... Voilà. Vous voyez, de nos jours, quand on parle du numérique, le monde vient qu'à ça aujourd'hui. Vous allez dans une banque, ce sera que du numérique. Et je trouve que c'est très très bénéfique de bénéficier de ces choses aujourd'hui. Intégrer le numérique au sein de nos formations enrichit le présentiel. Nous mesurons en temps réel les acquis, ce qui nous permet de personnaliser leur parcours pour favoriser la réussite de chacun.
Voilà un bel exemple d'un organisme de formation qui a intégré le numérique dans ses modalités d'apprentissage. Beaucoup de remarques intéressantes dans le sujet. Je pense notamment au stagiaire qui dit « ça ne remplace pas le prof » en parlant de la tablette. On voit qu'il ne s'agit pas justement juste de mettre une tablette pour innover. C'est toute l'ingénierie finalement pédagogique qui doit être vue. Est-ce qu'on n'est pas là dans une révolution pédagogique? Bernard, vous voulez réagir? Alors, on est dans une révolution totale. En fait, tout change en même temps. C'est-à-dire que tout change à travers, bien sûr, les moyens techniques. Donc ça suppose une réelle ingénierie. Rémi l'évoquera mieux que moi. Et s'il n'y a pas cette ingénierie, le numérique devient très vite quelque chose qui n'attire pas les apprenants. Donc il faut les mettre en condition d'être totalement en captation de ce qui se passe. Et je crois que dans le reportage, on le disait très bien, ça renvoie à la façon dont on va gérer aussi l'autonomie de l'apprenant et du participant. Donc ça, c'est la première partie. Puis l'autre partie, c'est toutes les innovations qui sont autour. Les innovations qui font que j'apprends à partir du moment où j'ai réellement une motivation, je suis prêt à m'engager, donc je suis prêt à aller chercher des ressources, je suis prêt à me connecter, je suis prêt aussi à écouter, à être conseillé, à être orienté et à être, pardonnez-moi l'expression, feedbacké. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans le processus de formation, c'est tout ce qui va renvoyer à l'évaluation. D'avoir des retours. Et c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui pour toute personne, et d'autant plus si elle est à distance, a encore plus besoin d'avoir des retours en lui disant « voilà comment ça se passe, voilà comment tu évolues ». Toi, avec ta personnalité, dans ton milieu, sur le sujet, sur l'objet que tu es en train, sur lequel tu es en train de te former et tu es en train d'apprendre. Donc je crois que ça renvoie très bien. L'innovation, finalement, c'est de se dire, au fond, la formation, on a toujours cette idée, c'est descendant. Et l'innovation, il faut inverser les choses. Alors, ce n'est pas seulement la classe inversée, mais c'est tout processus qui va permettre aux participants et à l'apprenant d'être totalement actif dans son process. Justement, Rémi, vous qui êtes à la tête du plus grand catalogue de formation à distance d'Europe, c'est quoi les bons critères, les critères d'une bonne formation? D'abord, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit bien que la digitalisation, ça ne signifie pas nécessairement le distanciel. Là, c'est du présentiel enrichi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir du papier, on a une tablette sur laquelle il y a des contenus que le formateur, en direct, commente. Donc, c'est une façon de transformer l'expérience d'apprentissage en présentiel. Chez nous, chez Skill & You, quand on digitalise un titre, on le digitalise intégralement. C'est-à-dire qu'on ne fait de formation qu'à distance et à distance asynchrone. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce temps avec le formateur en face à face. On n'a pas de formateur en réalité, ce qui veut dire que toute l'ingénierie pédagogique, elle doit être repensée. On a chez Skill & You environ 80 ingénieurs pédagogiques qui n'ont pas les apprenants en face à face, c'est pas leur métier, qui sont là pour écrire les contenus des titres pro ou en partant du référentiel de l'éducation nationale, etc. Moi, je me suis rendu compte naïvement, en arrivant chez Skill & You, que quand on dirige une école ou quand on est prof, en fait, les contenus n'appartiennent pas à l'école, ils appartiennent au formateur. Et quand le formateur repart, il repart avec ses contenus. Nous, on n'a pas de formateur puisqu'on n'a pas de temps synchrone. Donc, ça veut dire que les contenus, on doit les écrire. Les contenus nous appartiennent. Donc, on sait exactement ce qu'on y met puisque c'est nous qui les écrivons. Et ensuite, les ingénieurs pédagogiques vont travailler sur des modalités différentes pour que l'apprenant puisse, lorsqu'il est sur la plateforme, en temps asynchrone, encore une fois, eh bien, maximiser son engagement avec ces contenus. Donc, il y a des écrits, il y a des audios, il y a énormément de vidéos, il y a de l'auto-évaluation, etc. Donc, et c'est, encore une fois, c'est pas un mode d'apprentissage qui correspond nécessairement à tout le monde, parce que ça exige d'avoir une certaine forme d'autonomie, mais c'est précisément là l'avantage du distanciel, c'est la capacité, comme on l'indiquait tout à l'heure, qu'il n'y ait plus de frontières, notamment temporelles. On peut apprendre quand on veut, où on veut, d'une certaine manière. Après, la clé de la réussite, au-delà du dispositif technologique, c'est évidemment l'accompagnement humain. Parce qu'il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas cet accompagnement-là. Le formateur, même s'il n'est pas là en présentiel ou en temps synchrone, il faut que d'une autre manière, on puisse avoir sa figure qui vient accompagner l'apprenant. Je vous voyais, vous vouliez réagir Oui, en fait, je vais aller dans la suite de ce que vient de dire Rémi, c'est-à-dire que, et en particulier dans le marché que Pôle emploi porte dans le cadre du plan d'investissement des compétences, on a mis des exigences très fortes aux organismes de formation qui ont répondu. Pour cette dimension, il y a un formateur qui est en échange en direct, à distance, mais en direct
individuellement ou collectivement avec les demandeurs d'emploi. Donc, ce n'est pas complètement sans formateur par rapport à ce que ça, c'est une ce que Rémi condition disait. pour vous, c'est essentiel. Tout à fait, parce que, et en particulier, donc là aussi, ça revient sur le sujet, toutes les personnes n'ont pas besoin ou nécessité à toutes les modalités. Un demandeur d'emploi, il n'est pas dans le collectif d'une entreprise, comme on dit, et donc il est absolument essentiel pour lui qu'il soit intégré dans une communauté apprenante et en relation avec le formateur. Donc c'est aussi ça qu'on teste, c'est aussi ça l'enjeu de ce marché innovant, c'était aussi de financer et de tirer les organismes de formation qui sont déjà dans le 100% à distance vers cette dimension avec beaucoup plus de présence synchrone, c'est-à-dire ensemble en même temps en temps réel, et donc de reformulation, d'accompagnement, comme Rémi le disait. Et on fait émerger d'autres figures que celle du formateur, qui est un spécialiste du métier. On fait émerger la figure du tuteur, on fait émerger la figure du coach, du mentor, on peut l'appeler autrement. On a des formations en électricité, en plomberie, en esthétique, donc des formations métiers qui exigent un geste technique. Et vous et moi, on pourrait très bien être mentor ou coach, parce que ce qu'on va, au-delà des compétences techniques que nous n'avons pas, qu'ont les formateurs, ce qu'on va maximiser, c'est l'engagement, c'est la motivation. Et pour être un bon coach, il faut surtout faire preuve d'empathie en réalité. Et alors pour maximiser l'engagement, il y a le recours à de nouveaux outils, comme par exemple, vous le disiez, la vidéo, l'immersion grâce à la réalité virtuelle. Ces médias ont des effets bien spécifiques sur l'apprentissage, comme nous l'explique Patient Okuo, auteur de l'étude « La transformation numérique du système de la formation professionnelle ». Chaque média transforme les documents pédagogiques avec des effets différents. Si les organismes de formation cherchent à savoir quand et comment ils impactent leurs apprenants et s'ils favorisent ou pas les apprentissages, ça peut être un atout dans leur processus de transformation. D'abord, les documents immersifs. Les documents immersifs peuvent permettre les approches par essai-erreur ou encore de tester les apprenants en situation précise. Ils peuvent aussi aider à concrétiser des contenus abstraits. Un des points de vigilance avec ce type de document, ça va être d'éviter la surcharge cognitive des apprenants ainsi que les malaises comme les douleurs oculaires par exemple. Ce qui se joue dans la mise en vidéo, c'est de s'assurer de l'appropriation des étapes clés et comme avec les documents immersifs, éviter les surcharges cognitives des apprenants. Par exemple, une présentation trop rapide des informations, une superposition des textes et des images. Il faut savoir que la vidéo implique des prises de décision continues chez l'apprenant. Par exemple, sélectionner et organiser des informations, d'où l'importance d'un guidage avec des annotations ou des indices graphiques. Pour ce qui est des documents audio, l'absence de repères visuels et textuels sollicite l'imagination et l'attention de l'apprenant de manière plus intense. L'enjeu principal, c'est le script narratif qui doit être de qualité pour permettre une progression logique. C'est davantage un média de complément qu'un média principal au sein d'un dispositif pédagogique. Alors, on le voit, il y a des limites et des inconvénients à l'utilisation de certains médias. Que pensez-vous justement des formations utilisant la vidéo, la réalité virtuelle? Ce sont des sujets qui vous parlent, je crois, Bernard. Oui, ça me parle. Mais ce qui est intéressant dans la réalité virtuelle, par exemple, c'est que nous ne sommes pas en train de regarder une vidéo, nous vivons une expérience avec le casque. Et cette idée d'expérience, pour moi, est fondamentale. Une étude récente nous a un peu déstabilisé dans le système de l'information, qui a bien montré, je l'avais travaillé avec le CNAM par exemple, 80% de l'apprentissage d'un humain se fait hors système de formation formalisé, à vocation formalisante, on pourrait parodier Bourdieu. Parce qu'effectivement, on est très outil dans ce qui est en train de se passer, essayer de faire en sorte que tout soit cadré, que le processus soit cadré, que le parcours soit cadré, qu'on enchaîne bien les scénarios, etc. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, l'apprentissage se fait beaucoup en dehors, par une relation entre les personnes, avec le formateur, en faisant non pas de la formation, mais en expliquant sa vie, et en se construisant de l'expérience. Et dans la réalité virtuelle, c'est très intéressant d'utiliser ça pour nous, c'est que ça permet d'aller chercher de l'expérience, de se tester à, mais rien ne remplace des situations réelles, et notamment des situations réelles de travail, par exemple, ou des situations réelles, même difficiles, vécues à l'extérieur. Et donc, il y a une dimension qui me semble essentielle, qui est toujours de rester centré sur le vécu de l'humain, parce que c'est lui qui se forme et de comment il est accompagné. Et ce qui m'embête un petit peu dans les outils d'aujourd'hui, c'est qu'on oublie ce qui est purement humain, c'est-à-dire de se tromper. Par exemple, de se tromper de formation.
Et possiblement, on va des fois dans des formations pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout ça que je veux. Eh bien, ça fait partie d'une réalité humaine qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte. C'est on ne sait pas trop, voyez, ce côté aussi invisible, un peu, etc. C'est intéressant ce que vous dites. Justement, est-ce qu'à Pôle emploi, vous étudiez cette question de pouvoir se tromper justement dans la formation et comment y remédier ? Ou accompagner en tout cas. Oui, madame, Pôle emploi, son activité se met en place dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Et donc, en effet, le conseiller et puis d'autres acteurs et le demandeur d'emploi lui-même dans son cheminement personnel, c'est d'abord sa vie, c'est lui que ça concerne, mais le conseiller Pôle emploi est là pour l'accompagner à identifier le projet, parce qu'on est dans la formation continue. Donc on se forme pour quelque chose, c'est finalisé pour un emploi, en l'occurrence en particulier, encore plus quand on est dans l'univers Pôle emploi. Et donc le conseiller accompagne le demandeur d'emploi à cerner le plus possible le secteur, le métier. Voilà, la formation. Parfois la formation est un révélateur qu'en fait, maintenant, en fait c'est pas ce métier. Voilà, et donc du coup, ça permet d'embrayer sur une autre approche. Et en effet, comment dire... Le questionnement, le doute, entre guillemets, l'erreur peut faire partie du processus et on repart, on va dire, non pas à zéro, justement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été acquises à ce moment-là et le conseiller va accompagner le demandeur d'emploi à aller vers une autre formation. Et j'en profite pour dire par rapport aussi à ce que disait Bernard et qui va vraiment dans le sens du point là, c'est que toutes ces innovations, en particulier donc les innovations digitales, numériques, elles fonctionneront si, en fait, elles visent vraiment à mettre l'apprenant au cœur et qu'on cherche à individualiser la relation et non pas à faire de la masse. Voilà. Il faut mettre la relation au centre et pas l'éviter. Et donc c'est là où l'erreur est normale parce qu'on fait un diagnostic avant de rentrer dans une formation, voilà, qui est fait avec des outils certes, mais entre humains au moment où chacun est. Parfois ça marche la plupart du temps et puis parfois ça fait grandir la personne, mais c'était une étape, elle voit sans issue, elle part vers autre chose et c'est aussi une réussite. Alors moi j'ai une question pour vous tous sur deux formations sur un même métier, avec d'un côté une formation dite classique et d'un autre côté une formation digitalisée, on pourra dire. Est-ce que vous avez des indicateurs de taux de réussite qui permettraient de dire si finalement ces deux formations se valent ? Alors, pour l'instant, en tout cas dans l'univers de Pôle emploi, on n'a pas assez de recul. Il faut faire ça de manière très statistiquement rigoureuse, faire du contrefactuel, comme on dit. Voilà, des termes un peu compliqués. Donc, on n'a pas de recul pour vraiment avoir des éléments étalonnés. Ce qu'on peut voir, c'est que le taux de réussite dans les formations à distance est identique, voire supérieur au taux de réussite, quand il y a des examens, aux formations présentielles. Voilà. Alors, on a essayé de se donner les moyens de réussir, Pôle emploi, mais aussi les conseils régionaux, enfin tous les grands financeurs et les organismes de formation. On a par exemple créé, avec aussi les professionnels du secteur, la FFP, les acteurs de la compétence. Les acteurs de la compétence nous ont aussi aidés à le faire. On a un autodiag pour savoir si la formation à distance est faite pour moi. Donc sur pôle emploi.fr, le demandeur d'emploi, il peut en 10 questions à la Marie-Claire ou tout autre journal féminin, mais en tout cas des questions simples et rapides pour dire, est-ce que je suis à l'aise ? Et dans les questions qu'on pose, il y a des questions extrêmement matérielles, est-ce qu'on a un ordinateur ou est-ce qu'on a accès ? Des questions plus organisationnelles, est-ce que je peux me mettre dans un endroit où je peux me concentrer ? Et puis des questions, ça rejoint ce que disait Rémi tout à l'heure, aussi plus personnelles dans le fonctionnement, est-ce que je suis un peu autonome ? Est-ce que j'ai besoin d'être très cadré ? Est-ce que j'ai besoin d'être avec des gens autour de moi, de les toucher ou pas ? Pour donner à la personne, au demandeur d'emploi, évidemment, c'est pas binaire, mais de dire là, écoutez, vous allez être super top, ça va être génial, vous allez vous éclater, ou là, il y a peut-être un point à rediscuter, et où peut-être, on considère que peut-être c'est pas la meilleure modalité, il y a plein d'autres formations en présentiel, et là, ça sera meilleur pour vous. Du côté de Bernard. Pour renforcer ce que disait Audrey, je pense que en termes de résultats à un examen, une certification, on va trouver les mêmes choses dans des formations entre guillemets digitalisées, distancielles, etc., et des formations
classique. En fait, j'allais dire bêtement, si une formation digitalisée elle est mal construite, elle n'aura pas beaucoup de résultats. Enfin, ça, je laisserai au milieu. Si une formation présentielle classique est mal faite, elle n'aura pas beaucoup de résultats non plus. Je crois que l'innovation, elle ne va pas que porter par là. Pour moi, parce que l'innovation, c'est pas justement jongler entre toutes ces technologies pour donner la meilleure ingénierie possible. C'est ça. Et le technologique, il est en fait transverse. En fait, on parle aussi beaucoup d'innovation aujourd'hui, c'est notre sujet. L'innovation, au fond, elle a trois objets. Il y a de l'innovation sur le contenu, il y a de l'innovation sur l'accompagnement, parce que c'est ça qui va me permettre en tant qu'apprenant d'avoir un rapport permanent avec quelqu'un qui va être mon tuteur, mon mentor, mon coach, enfin employer le terme qu'on veut au moment où on veut. Et puis, il y a tout le problème de l'interaction. Et le digital ou le numérique, il est transverse à tout ça. Sur la partie contenu, je pense qu'il peut être tout à fait majoritaire, voire complet. Sur la partie accompagnement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ça soit accompagné, mais encore faut-il que cet accompagnement il soit réellement de qualité. Et l'accompagnement de qualité, c'est ma capacité à prendre en compte ce qui est en permanence le besoin de l'apprenant et son évolution. Parce que le besoin du départ, il n'est pas toujours le besoin à mi-parcours ou à la fin. Et puis, il y a tout ce qui touche à ce que j'apprends par l'interaction. Et là, ça, on rejoint, alors la réalité virtuelle peut nous y aider, mais la vraie vie et la capacité de réaction de l'accompagnateur qui va aussi faire appel par moment à du digital. C'est-à-dire que tout ça va se mêler. Et en fait, notre capacité d'innovation au sein des organismes de formation, elle doit articuler, je dirais, l'ensemble de ces points. Mais et tout cela, ça questionne aussi finalement le temps de formation, comme évoqué tout à l'heure dans la chronique de Fouzi. Il n'y en a plus le temps de formation. Voilà, on se forme tout le temps. Alors, Audrey n'est pas d'accord parce qu'elle a les chiffres, elle compte et derrière elle... Il faut compter. Alors, bien sûr, c'est une boutade. Quand je dis qu'il n'y a plus de temps de formation, il faut aussi qu'on soit en capacité de développer une culture de l'apprenance. Une culture de l'apprenance, c'est en fait ma capacité à donner envie à tout un chacun de se dire mais il se passe quelque chose à tel endroit, soit parce que j'ai pianoté, j'ai googlisé, comme on dit, soit parce que j'ai écouté quelqu'un, soit parce que j'ai fait une rencontre. Est-ce que je peux tirer quelque chose qui me fait progresser de cette expérience ? Ça, c'est une culture de l'apprenance. Comment on prend en compte ce temps de formation qui n'est pas vraiment chiffrable ? Oui, alors peut-être, si vous me permettez, 2 points. Ouais. Juste pour les innovations, il y a une innovation, je pense, très importante qui va émerger. C'est, on le voit donc dans les formations à distance, par exemple une formation boulanger ou coiffeur. On a un enjeu au-delà, donc on voit qu'on y fait un taux de réussite d'examen, c'est équivalent, voire meilleur. Donc super. Le deuxième défi qu'on a, en particulier Pôle emploi, mais avec les partenaires qui sont avec nous, c'est que tout ça se transforme en confiance du recruteur pour dire « Ah oui, la personne qui a eu l'examen, oui, elle est aussi bonne que si elle avait fait une formation en présentiel ». Et donc, les organismes de formation du marché, donc 100% à distance, mettent et Skill & You au premier chef, vraiment une attention particulière et une ingénierie qui est nouvelle dans la période de stage en entreprise qui est forcément longue et majeure, en particulier quand ce sont des gestes vraiment physiques qui se passent pour réaliser le métier. Et donc il me semble que cette innovation, là donc avec un réseau d'entreprises qui est beaucoup plus travaillé, je parle en moyenne, mais que, en tout cas, ce que les financeurs institutionnels demandaient aux autres organismes de formation qui font du présentiel. Et je pense que cette exigence qui, du coup, s'est affichée de manière naturelle pour la formation à distance pour qu'on soit rassuré et qu'on puisse rassurer le demandeur d'emploi et l'entreprise, eh bien, elle va basculer vers une exigence vers tous les organismes de formation. Par rapport à la question du temps, alors, oui, il y a du temps, Fouzi le disait tout à l'heure. Pour les demandeurs d'emploi, ils commencent leur formation quand ils sont demandeurs d'emploi. Et l'idée, c'est que dès le lendemain de la fin de la formation, ils ne le soient plus. Mais donc, ça se passe pendant qu'ils sont demandeurs d'emploi. On doit évidemment les informer, et les employeurs aussi, de combien de temps ça dure. Alors, c'est aussi une innovation derrière du marché. On a des formations qui peuvent durer, par exemple, de 5 à 7 mois et demi, parce qu'on s'adapte aux contraintes personnelles du demandeur d'emploi. Il y a des demandeurs d'emploi qui vont se former à 20 heures par semaine, d'autres à 35 heures, voilà, selon ils ont des enfants, toujours cette etc. capacité d'ajustement. Donc d'ajustement individu-collectif, je pense qu'il est majeur. Mais en effet, le temps, il est plus flou parce que les périodes de, entre guillemets, révision chez soi le soir, enfin, c'est moins, la période de formation est moins séparée comme quand on est dans un cours entre je suis dans le cours, je suis chez moi.
d'une part, mais d'autre part, il y a quand même le temps, et ça rejoint les dimensions réglementaires. La formation continue, c'est un champ juridique, réglementaire, administratif, avec des droits associés, et qu'on en a ce sujet de se dire que pendant que le demandeur d'emploi il est en formation, il est rémunéré avec des fonds publics. Donc il y a ce temps-là à respecter, on va dire, et à cadrer. Et puis, ça impacte quand même complètement le changement de l'approche, alors, et du temps et du présentéisme par rapport à ce que disait Fouzi précédemment. C'est qu'on a travaillé avec les organismes de formation du marché pour se dire, mais le présentéisme n'a pas de sens. Et puis, en fait, ça n'a jamais eu de sens, même en présentiel. Si on était tous en train de regarder en l'air, là, dans cette émission, on est présent, mais comme disent très bien des poètes et des chanteurs, on n'est pas là. Le sujet, c'est d'être là. C'est d'être assidu, d'être actif, parce que se former, c'est acquérir des compétences, donc c'est pas être passif. Donc en fait, on a travaillé toute une nouvelle modalité de comment l'organisme de formation, parce que ça fait partie de ses obligations quand il forme un demandeur d'emploi, comment l'organisme de formation atteste que le demandeur d'emploi, il a profité, on va dire, de la formation finalement, et il a joué le jeu. Justement, Rémi, comment vous faites avec les organismes pour définir On mesure l'assiduité. Parce que ça fait aussi partie de l'innovation, le fait de revoir tout ce temps de formation. Et alors, un exemple très concret, on a un CFA 100% à distance. Dans un CFA traditionnel, 2 jours par semaine, les jeunes sont en train d'apprendre, et puis 3 jours par semaine, ils sont en entreprise. Et quand ils sont en train d'apprendre, en présentiel, eh ben, on les fait émarger à chaque début d'heure, etc. Et on est dans la culture du présentéisme, même si effectivement ils n'écoutaient pas, même si le soir ils font complètement autre chose. Nous, sur notre CFA 100% à distance, par définition, puisqu'on n'a pas de temps synchrone, on ne fait pas émarger les élèves. Ils ont 2 jours par semaine pour être sur la plateforme, et on espère qu'ils y sont, mais s'ils veulent à la limite aller sur la plateforme le week-end ou le soir, grand bien leur face. On va mesurer. Alors on peut avoir des indicateurs objectifs. On pourrait avoir cette tentation de mesurer le temps de connexion, de mesurer le nombre de connexions, la fréquence, les devoirs rendus. Ça, c'est quelque chose que l'on fait, bien sûr, parce que ça veut dire que si les gens font leurs devoirs et qu'ils ont des bonnes notes, a priori, ils ont travaillé. Et puis, il y a aussi des temps de passage pédagogiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire moins de 10 secondes au 100 mètres, il va falloir vous entraîner. Si vous faites moins de 10 secondes au 100 mètres, on va sous-entendre, on va supposer que vous êtes entraîné suffisamment. Donc, on va avoir des temps de passage pédagogiques, et si l'élève, qui soit jeune ou moins jeune, réussit, ça veut dire qu'il a consacré le temps nécessaire à cet exercice. Donc, vous voyez, on repense complètement l'assiduité, en réalité, quoi. Merci Rémi. Et à présent, on va passer au coup de pro, notre coup de projecteur sur un professionnel du système orientation, emploi, formation. Et on reste dans la thématique, puisque notre coup de pro du jour met en lumière un métier encore peu connu et pourtant essentiel, qui est celui de médiateur numérique. Bonjour, je m'appelle Billy Dadi, je suis médiateur numérique au Police. C'est la première fois que vous faites la demande? Oui, c'est la première fois. Ok. Le métier de médiateur numérique, c'est un métier peu connu de tous. C'est un nouveau métier, peut-on dire. Disons que c'est aider, accompagner les personnes, les usagers ou les apprenants, comme on les appelle ici, à maîtriser, à comprendre tout simplement les nouveaux outils du numérique pour les aider dans la vie quotidienne. D'accord, vous pouvez faire la demande en ligne. Vous pouvez prendre le rendez-vous en ligne ou faire la demande en ligne? Non, j'ai fait la demande en ligne. Le métier de médiateur numérique est vraiment intense. Il y a beaucoup de choses à assimiler ou à s'adapter à toutes les situations tous les jours. Donc une journée, ça peut se résumer à des rendez-vous individuels, à des ateliers collectifs ou tout simplement à des programmes de formation. Donc vous pouvez vous connecter à un ordinateur, vous pouvez également vous connecter juste avec votre téléphone et vous pourrez l'avoir. Sans un médiateur numérique, on serait toujours à l'étape de fracture numérique parce que comme on le sait, le monde du numérique va vite et tout le monde ne marche pas au même niveau. Donc les médiateurs numériques, on est là pour aider les gens qui sont tout simplement en difficulté et qui, eux, n'arrivent pas à s'adapter à ce monde-là, de les accompagner, de les pousser ou tout simplement les rendre autonomes pour effectuer leurs démarches. Parce que là, si vous acceptez, ils vous envoient vos courriers, c'est-à-dire vos messages et les notifications sur l'espace Pôle emploi. On se rapproche de la dématérialisation des démarches administratives ou tout simplement dans tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Donc ça peut servir, les médiateurs numériques peuvent servir dans les années à venir. Et oui, puisque avant même de digitaliser, il faut savoir utiliser ces outils, Bernard, et donc d'où l'importance de ce métier. Oui, mais médiation numérique nous montre simplement un point, c'est que l'évolution de la relation à l'autre, c'est de la relation d'aide.
Et c'est ça qui doit être au cœur du système. Il ne faut pas oublier, pour moi, la vraie innovation, ça serait de la prise de conscience que l'homo sapiens que nous sommes est en apprentissage permanent. Et là, on essaye de formaliser de l'apprentissage. Mais en fait, non, on apprend tout le temps. Et même si on n'est pas dans un système de formation, on est en train d'apprendre quelque chose. Toute activité nous fait apprendre quelque chose. Ça, il faudrait le reprendre parce que ça permet après de reconstruire ça, notamment à partir de l'activité. Il y a un point que je voulais dire, c'est la différence aussi entre classique et ce qui serait moderne d'aujourd'hui, en quelque sorte. Mozart était moderne à son époque, on l'appelle musique classique maintenant. Donc il faudrait arrêter cette différence parce que de toute façon, c'est l'évolution qui est logique en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui fait de l'entretien de locaux, avant il frottait par terre, maintenant il conduit une monobrosse. Personne n'a dit que c'était de l'innovation, de la grande révolution, comme on est en train de le dire en formation. C'est tout simplement parce que ça nous touche et que ça bouscule des habitudes que certains avaient. Et donc, c'est ces habitudes qui sont bousculées à travers ce type d'outils, mais le fait qu'on a de l'outillage, on est passé du tam-tam tribal à Twitter, je ne sais pas si on y a gagné, mais en tout cas, on est passé de là, c'est en fait la même chose, mais on le fait avec des outils différents. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Et ça a été très vite avec la crise sanitaire, ça a bousculé parce qu'il faut du temps et l'humain a besoin de temps. Et la crise sanitaire avec la distance nous a surtout montré qu'on avait besoin de se toucher, comme disait Rémi tout à l'heure. Tiens, je te retouche. On a besoin de ça, d'être aussi là-dedans, mais on a besoin de temps en temps d'être à distance. Parce que être à côté, voilà, exactement. Mais être à côté d'un autre de temps en temps, bah non quoi. J'ai besoin aussi d'être tout seul, j'ai besoin d'être à distance, etc. Et en fait, c'est de l'humain ça. Mais peut-être... le mot de la fin à chacun. Sur ce point-là, justement, je pense que ce qui est majeur, c'est vraiment de redire que c'est la relation qui compte, l'expérience formative de l'apprenant qui doit être au cœur. La technologie, c'est des outils et ce sont des aides. Y compris dans le marché, on a demandé à être frugal. Ce n'est pas... Voilà, il faut limiter au maximum le coût d'entrée technologique des utilisateurs. Il faut que ça soit simple pour eux, il n'y a pas besoin de connexion Internet, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Pour les petits OF, par exemple, le coût technologique d'entrée est fondamental. Mais même pour les demandeurs d'emploi, enfin ceux qui apprennent, il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'ils doivent apprendre. On ne va pas leur demander d'être ingénieurs s'ils ne font pas data scientist, on ne va pas leur demander d'être data scientist, ils veulent être CAP, boulanger. Bah, c'est là-dessus qu'on doit les concentrer leur attention et leur énergie. Et puis, dernier point, je pense que dans toutes les évolutions qu'on dit, là aussi, donc il y a l'émergence de l'individu, on le voit. Le digital, le distanciel est majeur parce qu'en effet, il y a des moments où on est seul, et ça a été démontré par des études académiques, que en fait, les personnes, avec ça, elles peuvent faire et refaire les exercices sans avoir honte de dire qu'elles n'ont pas compris. Et que du coup, le formateur, dans son nouveau rôle, il peut tester. Donc, c'est fondamental pour les personnes les plus éloignées de la formation et de l'emploi. Et puis, ça fait émerger aussi l'individu dans sa capacité, dans sa puissance. On voit combien en fait les apprenants entre eux s'entraident et on voit que justement de plus en plus ça s'intègre aussi dans les formations en présentiel. Alors il y a aussi les pédagogies Montessori, etc. dans le champ éducation nationale, enfin en tout cas avant, les années d'avant, de petite enfance. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on dit avec le digital ? Je pense qu'on dit, et c'est la bonne nouvelle, on est en train de se rendre compte, en tout cas d'avoir les mots pour le dire et les outils pour le faciliter, que la seule chose qui compte, c'est l'individu qui apprend et on se met tous ensemble en collectif, en communauté, pour lui, autour de lui. Eh bien, merci Audrey, ce sera le mot de la fin. Vous avez mangé le temps de vos camarades. Voilà, on parlait temps de formation. Voilà, il n'y a plus de temps pour la parole. Il faut quand même dire que la vraie... Non, Bernard, là, vous trichez. La vraie... Je sais. Non, mais je le touche. La vraie formation d'aujourd'hui, c'est la formation de tout le monde au numérique. C'est ça qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, il est dans les entreprises et il est dans toutes les situations de travail. Et donc aujourd'hui, le fait de pratiquer du numérique, c'est se former au numérique. Et pas forcément que par le numérique. Et justement, avant de se quitter, je voudrais vous inviter à découvrir 2 nouvelles publications en ligne à télécharger. La première, elle est sur le site des défis métiers. Il s'agit de la transformation numérique du système de la formation professionnelle, analyse du point de vue pédagogique par Patient ou Co. On en voit la couverture actuellement. Et la deuxième publication, on la trouve sur le site du réseau des Cariforef. Et elle s'affiche aussi sur vos écrans. Elle est intitulée « Quelle digitalisation de la formation ? L'offre de professionnalisation des Cariforef ». Merci à tous. Je vous retrouve pour la prochaine émission qui sera consacrée aux formations et métiers de la santé et du secteur sanitaire et social. Soyez au rendez-vous et d'ici là, prenez soin de vous.